Bien, merci Timothée, on te laisse effectivement boire un coup. On avait des bouteilles de prévues, mais ça n'a pas d'utilité en distanciel. Les questions? Il y en a plein, je vais prendre le micro, je vous laisse, je passe après derrière. Bonsoir, merci pour votre brillante intervention. Moi, je voulais savoir une petite chose sous forme de clin d'œil, un petit truc. Est-ce que vous avez lu Le Monde sans fin de la BD qui fait un tabac actuellement de Jean Covici, ouais. Et qu'est-ce que vous en dites? Je ne l'ai pas encore lu. Ah, j'ai honte d'ailleurs parce que je l'ai reçue et elle est restée sur ma liste. Je reçois une dizaine de livres par semaine et malheureusement elle est un petit peu au fond de la pile, mais ça me rappelle qu'il faut absolument que j'aille la lire. Non, j'avais pas de question. Ma question c'est de savoir si vous l'aviez lu justement et si vous pouviez faire un lien entre cette vision des choses, le monde sans fin, et la façon dont vous abordez la question de la finitude d'économie. Malheureusement, sans avoir lu la BD, ça va être difficile, mais peut-être que vous pouvez me dire justement, parce que vous l'avez lu, est-ce que ça correspond un petit peu? Moi, ayant interagi avec Jean-Marc Jancovici plusieurs fois et connaissant bien ses travaux, je pense qu'on va quand même dans la même direction. Jean-Marc Jancovici, il est devenu connu pour avoir montré en fait que toute activité économique dépend fondamentalement de l'énergie. Sans énergie, une machine, c'est une sculpture, et un humain, c'est un cadavre. Et donc, on a ce lien. On sait que l'énergie, elle est non seulement finie, mais aussi on a la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie, qui fait qu'à chaque fois qu'on transforme de l'énergie, eh ben, ça crée du désordre. Par exemple, à chaque fois qu'on roule la barre du pétrole, ça crée du réchauffement climatique. Donc, quand on applique les idées de Jancovici, et c'est ça qui l'a amené à la décroissance, on ne peut pas croire en la croissance exponentielle et infinie des économies humaines, et donc et quand on connaît l'ampleur du problème aujourd'hui, on comprend, et l'urgence de la justice globale, on comprend qu'il faut absolument réduire la demande énergétique en France. Ce n'est pas juste une question d'efficacité, donc il faut repenser l'économie qui a quand même été théorisée dans un monde sans fin. Donc c'est-à-dire si vous prenez des modèles économiques avec des fonctions de production, théoriquement vous pouvez mettre les ressources naturelles à zéro, et vous pouvez continuer à produire quand même. Si vous remplacez ces ressources naturelles par des connaissances, par l'innovation, par des machines. Après, moi, première question, les machines, comment on les construit sans ressources naturelles. Mais dans les modèles économiques, ça n'a pas été pris en compte pour des raisons, des raisons que chacun fait sa petite discipline. Les économistes n'avaient pas trop lu d'écologie, de physique, de choses comme ça, donc ils ont fait des modèles un peu irréalistes. Donc aujourd'hui, on doit réécrire les règles de l'économie réelle et aussi les modèles pour nous informer dans ces prises de décision à partir du monde fini. Donc, je vous avais parlé de Nicolas Georgescu-Roegen, ce mathématicien roumain qui en 1971 a écrit The Entropy Law and the Economic Process, la loi de l'entropie et le processus économique. Et lui, c'était vraiment ça, le génie de son ouvrage, c'est qu'il est parti, la thermodynamique, elle s'applique à tout. L'économie, comme la nature, et donc, moi je vais rethéoriser l'économie à partir de ces contraintes physique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je me retrouve, la moitié de place de mes conférences c'est dans des écoles d'ingénieurs, parce que les ingénieurs sont vachement sensibles à la décroissance, parce qu'eux comprennent bien le travail sous contrainte physique. Ils savent que, bon bah d'accord, on a un budget carbone donné, on a une énergie donnée, et moi je vois bien avec les chiffres en fait qu'on va pas pouvoir continuer à produire beaucoup plus de voitures, donc eux ils s'adaptent. Alors que les économistes, moi j'ai beaucoup plus de mal quand je débat avec eux, ils sont toujours là à grappiller. Oui, mais si on prend l'hypothèse de ça, on prend l'hypothèse de ci, on peut sortir un petit peu et continuer à produire à jamais. Mais point noté, je vais lire la BD. Bien. Il y a quand même d'autres questions. Merci. Oui, bonjour. Moi j'ai déjà eu l'occasion de t'entendre à Lorient au mois de septembre. Ah oui. Voilà, donc, bref. Dans un cadre particulier. Et justement, il manquait, je trouve, à un moment donné, tu as montré un graphe avec les différentes étapes de la décroissance, et il manque quand même la dernière étape. Je fais 30 secondes de pub, il y a un parti politique qui parle de décroissance, aujourd'hui il y en a un, et c'est le mien, c'est Génération Écologie. Voilà. Donc, disons que le concept a été remis un peu sur le devant de la scène par Delphine Bateau, et ça m'a donné l'occasion de tracter sur les marchés pour la décroissance, disons au mois de août-septembre, et de voir que en fait l'idée est assez bien acceptée quand on explique simplement, c'est quelque chose qui passe assez bien, mais il y a quand même des objections.
que je retrouve souvent quand on débat sur ces questions-là. La décroissance est un mot qui fait peur. On dit souvent la décroissance est un mot qui fait peur. Et même dans d'autres courants écologistes, c'est un mot qui fait peur, c'est pas vendeur, donc du coup on ne va pas arriver à le faire passer dans le langage commun. Deuxième objection, deuxième petite analyse que moi je fais à force de débattre dans ces courants-là, c'est que pour moi, il y a toute une partie de la gauche qui considère la problématique écologique comme une problématique qu'on aligne aux côtés des autres. C'est-à-dire il y a l'économie à résoudre, et puis il y a le social, et puis il y a je ne sais quoi, et puis il y a l'écologie, qu'on met d'abord, qui ne considère pas ça comme un socle. Comme tu l'as expliqué à un moment donné, c'est le socle de base qui permet de résoudre tous les autres problèmes. Et donc, est-ce que la décroissance est possible? Ça, c'est une vraie question que je me pose quand on voit que les riches font sécession. L'élite a fait sécession, elle est déconnectée de la réalité, ils se sont gavés de 400 milliards de dollars, d'euros d'augmentation pendant la crise. Est-ce que c'est encore possible quand l'élite a fait sécession? Et je terminerai en disant, pour sauver la planète, manger un riche, c'est peut-être la solution. Et on aura moins faim. Il y avait un super sketch, juste terminé là-dessus, parce que c'est une anecdote que j'adore. Il y avait un super sketch, mais assez vieux, de Groland, à la grande époque de Édouard Moustique, où on voyait un riche bobo écolo, pour clarifier, qui avait tout fait pour bien économiser son budget carbone à l'année, qui était, super maison, bien équipée, bien isolée, etc. Et une fois l'an, il s'autorisait quand même un voyage aux Maldives, et là on voyait son budget carbone exploser, alors que le pauvre à côté, avec sa voiture diesel et ses 3 chats, lui il avait un budget carbone qui effectivement restait sensiblement le même. Donc je trouve ça assez drôle. Ouais, c'est bon, je termine. C'est bon, merci. Merci pour la question. Je vais partir par la fin sur le manger un riche. Il y a quelque chose qu'on commence à faire maintenant quand on mesure l'empreinte carbone. Déjà, avant, quand on mesurait l'empreinte carbone, on prenait en compte que les émissions territoriales. D'ailleurs, les émissions des choses qui sont produites en France. Donc, si vous achetez, je ne sais pas, un smartphone, il y aura les émissions, ça ne va pas prendre en compte l'émission de l'extraction des matériaux, qui ne s'est pas fait en France, ni non plus les émissions de la fabrication de ce smartphone, qui ne s'est pas fait en France non plus. Donc, bien sûr, on avait l'impression qu'on ne consommait pas beaucoup. Maintenant, on pense qu'on prend en compte les émissions importées. Mais là, la deuxième innovation, c'est de calculer aussi l'empreinte carbone des investissements. Parce que les classes aisées, elles ont beaucoup d'épargne, donc elles placent leur argent. Et en fait, on se rend compte que ces placements d'argent, l'épargne, elle a une empreinte carbone qui est beaucoup plus importante que le mode de vie. Donc en fait, quand vous regardez l'empreinte carbone dans le top 10% des Français les plus aisés, vous n'allez pas les voir, c'est pas du jet privé. Oui, il y a un peu d'aviation, des choses comme ça, mais il y a aussi énormément d'argent qui va en fait aller traîner dans des activités d'extraction qui va permettre en fait la construction d'aéroports, de choses comme ça qui vont être énormes en termes d'empreinte carbone. Donc là, moi, je dis ça pour dire que il ne faut pas trop se focaliser que sur la consommation. C'est pour ça que moi j'ai des missions de production et consommation, donc il ne faut pas non plus trop démoniser les modes de vie. Bien sûr, sur l'aviation et la sobriété, les choses comme ça, c'est très important, et cette sobriété, elle est très sélective sur les plus aisés, mais il faut aussi avoir une grande discussion sur, déjà, la distribution de la valeur, donc ça c'est la distribution des inégalités, mais vu qu'on habite dans une économie, déjà, où il y a des hauts taux d'inégalité, où va l'argent. Maintenant, il y a beaucoup d'applications qui vous permettent, par exemple, de calculer l'empreinte carbone de votre épargne, en fonction de la banque chez qui vous êtes. Et là, il y a des grandes différences. Si vous êtes, je ne sais pas, au Crédit Coopératif, qui a décidé de ne pas investir dans toute énergie fossile, ou si vous êtes à la Société Générale, qui a encore fait des investissements à gogo, ça va varier. Donc là, il y a aussi des petites choses qui commencent à apparaître qu'on ne connaissait pas trop. Le socle de base, je suis complètement d'accord avec toi, l'écologie, c'est pas un thème. C'est pas un thème, c'est pas un sujet, un truc comme ça. Quoi qu'il se passe, que vous soyez capitaliste, communiste, socialiste, que vous soyez de gauche, de droite, progressive, vous choisissez ce que vous voulez, votre orientation, votre idéologie,
Si au bout d'un certain moment, le sol perd de sa fertilité, il n'y a plus d'eau pure à boire, et on vit dans un monde à 4 degrés où il n'y a plus d'insectes pour polliniser les fruits et les fleurs, et là, il va y avoir un problème. Donc moi, je suis vraiment, je suis Génération Écologie, dans leur tentative de montrer que l'écologie, c'est un socle, c'est un sujet transversal, et si on ne résout pas ce défi, tout ce qu'on fait, en fait, ne servira à rien. Donc je suis complètement d'accord avec cette analyse. Bon, sur le mot qui fait peur, moi j'ai des idées changeantes sur le sujet. Par exemple, là je vous ai dit, j'ai écrit un livre en ce moment. Et en ce moment, on essaie de décider d'un titre. Donc là, je me disais, est-ce qu'il va y avoir des croissances dans le titre ou pas? Discussion avec l'éditeur. Et donc les grandes discussions, le mot fait peur. Alors, le mot fait peur, déjà, c'est une bonne chose. J'ai commencé par les bienfaits de la décroissance. Alors quand vous voyez toutes ces courbes qui nous disent où on est aujourd'hui et où on doit être en 2030 et 2050, si vous devez le décrire en un mot, la courbe qui va comme ça, de diminution de nos pressions environnementales, qui va de pair avec la diminution de la production et de la consommation, c'est pas de l'économie du bien-être, c'est pas de l'économie circulaire, c'est pas de la bioéconomie, c'est pas du développement durable, c'est pas de l'économie positive à la Jacques Attali, c'est de la décroissance. Donc là, déjà, il y a un aspect descriptif qui est quand même assez simple. Ça pose le débat. Quoi qu'on fasse, si à la fin de notre discussion, on n'a pas trouvé un moyen de réduire la production et de la consommation, on n'a pas satisfait les besoins du socle écologique et donc on a perdu le jeu. Soit aujourd'hui, soit demain. C'est juste une question de temps. Donc ça, la décroissance, c'est quand même assez clair et ceci, ça évite de tourner autour du pot. L'économie positive, économie circulaire, ça a très vite été récupéré par les capitalistes et on en discute comme développement durable. Tout le monde est pour le développement durable. Mais vu qu'on doit changer de système radicalement, si tout le monde est pour ce changement, en fait, c'est pas un changement radical. Tout le monde aujourd'hui est pour le développement durable. Total, les publicitaires, le gouvernement, vous, Greenpeace, donc ça ne veut plus rien dire. La décroissance, il y a des gens qui sont pour, et il y a des gens qui sont contre. Si vous êtes PDG de Total ou dans la publicité, vous allez être contre. Et c'est très bien. Ça crée un clivage. Clivage veut dire débat. Débat veut dire démocratie. Donc moi je pense que c'est pas mal aussi que ça divise un petit peu les idées, ça évite que ça soit dilué trop rapidement, parce qu'un concept, une fois qu'il est dilué, il perd sa capacité de transformer le réel, comme le développement durable qui est aujourd'hui complètement désamorcé. Après, on n'est pas obligé de garder un mot pour toujours, là on n'est pas en train de se faire un tatouage. Et que le mot décroissance, là, il est de plus en plus utilisé comme post-croissance. Moi aussi, quand je suis invité au ministère de l'économie, je commence pas à leur dire éco-anarchisme, pensée décoloniale, décroissance, trucs comme ça. Non, on parle de choses comme ça, et la post-croissance, dans cette idée d'essayer d'organiser une économie qui puisse prospérer sans croissance, c'est vrai que ça peut en rassurer quelqu'un. Et d'ailleurs, une fois qu'on aura terminé ce grand défi du régime macroéconomique, une fois qu'on sera à l'intérieur du donut, ça ne servira à rien de parler de décroissance. Une fois qu'on rigolera bien, on dira, vous vous souvenez, on racontera à nos enfants, il y a 50 ans, je rigole même pas, toute l'économie a été organisée sur la maximisation du PIB. Il y avait juste ça, un truc super abstrait qu'un Russe avait créé dans les années 30, et il ne croira pas. Une fois qu'il y aura ça, il n'y aura plus besoin d'économiser l'imaginaire de la croissance, d'échapper à l'hégémonie du capitalisme, il n'y aura plus besoin d'organiser le régime. On pourra parler de post-capitalisme, de post-croissance, on pourra même parler d'économie du bien-être, de budget bien-être, un petit peu comme en Nouvelle-Zélande. Donc je pense que les concepts doivent suivre, on ne doit pas investir trop d'émotions dans des concepts du genre défendre la décroissance coûte que coûte. Si certains préfèrent parler d'écosocialisme, d'autres d'économie sociale et solidaire, moi il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment, il faut être lucide sur les idées. Si vous parlez d'économie sociale et solidaire et vous parlez de croissance infinie, ça ne va pas marcher. Donc moi, c'est mon point de vue sur l'aspect du lot. Bien, autre question? Je voulais savoir, bonsoir et merci beaucoup, c'était d'une limpidité absolue et puis plein de bon sens en fait, qui me parle beaucoup, voilà, je suis assez terre à terre, mère de famille, voilà, j'ai les mêmes problématiques que tout le monde. Et puis je m'investis un peu localement sur défendre l'histoire d'utiliser les producteurs locaux qui font pas forcément les bio, mais les gens raisonnables, raisonnés, etc. Et donc, je voulais savoir si il y avait des villes en France, alors vous avez parlé de Dunkerque, et des pays dans le monde qui semblent pouvoir être des modèles pour tout un chacun, parce qu'on se rend compte qu'on dépend vraiment de façon dramatique des pouvoirs politiques.
que les politiques ne sont pas faits du même bois que nous, les gens qui sommes les mains dans le cambouis tous les jours. On est entravés dans notre vie, spécialement en ce moment avec la crise sanitaire, dans le fonctionnement le plus simple de notre vie, qu'il soit professionnel, personnel, etc. Et qu'il y a un moment, il faut vraiment qu'on se détache de ces pouvoirs politiques et avoir un réseau transversal pour se débrouiller, le système D, et pour s'affranchir de toute cette lourdeur, enfin je ne sais pas si vous me suivez, mais toute cette lourdeur qui nous englue là, à bien fonctionner, et qui nous empêche de bien fonctionner tout simplement dans notre vie personnelle. Donc je voulais savoir s'il y avait des villes en France qui pouvaient nous inspirer et nous aider, des territoires, et puis ou des pays en Europe ou dans le monde qui pouvaient être un peu un guide pour nous. Eh ben, merci pour la question. C'est une question compliquée parce que si on admet que la décroissance est, comme je l'ai montré, un espèce de changement de modèle, ça veut dire qu'il y a un changement de beaucoup de choses. C'est un changement de philosophie de consommation, c'est un changement de mode de financement de l'État, c'est un changement d'organisation des marchés, c'est un changement... Donc ça veut dire que moi, dans l'État, je n'arrive pas à dire, par exemple, ah oui, la décroissance, ils l'ont fait en Suisse. En fait, il n'y a aucun pays et même aucun territoire qui a fait tout en même temps, mais on peut s'inspirer d'énormément de territoires qui ont des expériences locales. Donc par exemple, si on parle d'un des objectifs de la décroissance, qui doit être quand même de détrôner cet objectif du PIB dans la gouvernance nationale, on peut parler de la Nouvelle-Zélande. En 2019, la Nouvelle-Zélande et sa Premier ministre décident, bon voilà, nous, c'est terminé, cette espèce de maximisation du PIB, c'est débile, on va introduire des budgets bien-être. Ils introduisent des budgets bien-être, c'est un indicateur, c'est un tableau de bord avec 65 indicateurs de bien-être social et de santé écologique. Et donc, en gros, ça va complètement dans la bonne direction. Je pense qu'aujourd'hui, tous les pays du monde, ils peuvent s'inspirer. Il n'y a pas seulement la Nouvelle-Zélande, hein. Il y a aussi l'Islande, la Finlande, l'Écosse, certains petits départements qui essaient d'innover avec leurs propres indicateurs pour justement créer, se débarrasser un petit peu de cette monomanie du PIB. Donc, ça, on peut s'en inspirer et le faire partout. Un autre exemple en termes d'entreprise, bon, en France, on a quand même un tissu dans l'économie sociale et solidaire ancien et assez bien développé. Moi, je vous invite à regarder les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, si vous ne connaissez pas. Donc, il y en a à peu près 1000 en France aujourd'hui. C'est des entreprises, on appelle ça aussi des entreprises à mission. Là, au lieu d'avoir une entreprise privée à but lucratif, c'est une entreprise qui doit autodéfinir de manière démocratique une raison d'être centrée sur des besoins concrets. Et cette entreprise doit aussi se doter d'une gouvernance multipartie prenante qui inclut non seulement les travailleurs, mais aussi les coopératives de consommateurs, les gens de la municipalité. Donc on va dire que c'est une manière beaucoup plus démocratique d'organiser l'entreprise. Et ben, ça, on peut aller regarder sur ces 1000 entreprises comment ils l'ont fait, comment ça marche, les étudier. Malheureusement, il n'y a pas assez d'économistes qui s'y intéressent. Et je serais d'avis, moi, j'aimerais bien qu'un jour on se dise, bon voilà, ça marche bien, on peut transformer toutes les entreprises en SCIC. Je vous donne un autre exemple, le concept de simplicité volontaire, hein, qui vient à la base du Québec, une nouvelle philosophie de la consommation qui a des résonances dans beaucoup de cultures, hein, le minimalisme aux États-Unis, certaines idées aussi du minimalisme, de l'antimatérialisme au Japon, l'hédonisme alternatif, comme ils appellent ça maintenant, les Anglais, nous on a la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Il y a plein de concepts à droite à gauche comme ça qui dénotent en fait des pratiques très anciennes de vivre mieux avec moins. Et donc là aussi, je pense qu'on peut s'en inspirer. C'est des choses qu'on peut apprendre. On peut regarder une ville, moi je pense à Grenoble, qui est l'une des premières villes au monde à avoir interdit la publicité à l'extérieur. Quand les Verts sont arrivés au pouvoir à la municipalité de Grenoble, ils se sont dit, ok, plus de panneaux publicitaires, aucune pub en ville, on les supprime, on plante des arbres à la place. Bon, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres villes qui se disent, regarde, Grenoble, ils ont fait ça, c'est trop bien. Comment est-ce qu'ils ont réussi à équilibrer la perte de revenus publicitaires dans le budget municipal? Tout ça, ça peut être étudié, on peut discuter avec les gens de Grenoble et voir si ça marche dans une municipalité. Pareil pour Dunkerque, ils ont organisé la gratuité des transports en commun, ils se sont rendus compte que voilà, parfois ça coûte moins cher d'avoir des transports en commun gratuits que des transports en commun payants. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant, mais parce que bien sûr, avoir un transport en commun payant, ça coûte cher parce qu'il faut payer des gens pour gérer les tickets, pour contrôler, et parce que indirectement,
ça fait en sorte que des gens qui ne peuvent pas se le permettre ne vont pas prendre les transports en commun parce que ça coûte trop cher, et ces gens vont voyager de manière haute, souvent en voiture, donc ça crée d'autres problèmes. Donc voilà, moi je pense aussi aux monnaies locales. On a 80 monnaies locales maintenant en France. Moi je suis au Pays Basque, on a l'Eusco, on a ces monnaies locales qui existent maintenant depuis longtemps, on peut les étudier, des nouveaux territoires se doter de monnaies locales qui sont vraiment des outils d'accélération pour l'économie sociale et solidaire, pour construire un petit peu cette économie écologique, pour circulariser l'économie, pour faire en sorte de faire la différence entre les biens essentiels et superflus, les choses qu'on veut vraiment améliorer et les choses qu'on veut abandonner et démanteler. Après, il y a plein d'exemples de législation nationale, hein. À commencer par la France, hein. On a été le premier pays au monde en 2016 à criminaliser l'obsolescence programmée. Bon ben voilà, maintenant d'autres pays peuvent suivre, et de la même manière que nous maintenant on peut apprendre d'autres pays comme la Norvège. En Norvège, la grande majorité des voitures qui sont vendues aujourd'hui, c'est des voitures électriques. Ils ont réussi à électrifier tout leur parc automobile. Alors je ne dis pas que c'est la solution, parce qu'on ne pourra pas électrifier tout notre parc automobile, il faut utiliser moins la voiture, réorganiser la mobilité, mais pour les gens de la poste, les ambulances, la police, les taxis, les choses comme ça, il restera des véhicules, et donc ça, il faut l'électrifier le plus rapidement possible. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on suit des exemples, comme Amsterdam, tous les taxis, pour avoir une licence de taxi, il faut forcément avoir une voiture électrique. Ça a été appliqué depuis super longtemps. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ça à Paris? Ben, je ne sais pas. Donc, il faut aller chercher à droite, à gauche, et je pense qu'on peut faire cette petite recette en ayant un inventaire, et c'est aujourd'hui ça qui est important. Il faut faire un inventaire et se rendre compte que toutes les choses qu'on veut essayer, très souvent, ça a été essayé quelque part, et on n'a pas à faire ce grand saut dans l'inconnu où d'un coup, on va éteindre la lumière du capitalisme et se retrouver dans le noir à la bougie à manger des chiens. Autre question. Je m'intéresse un petit peu aux monnaies locales, en particulier, en fait, les monnaies locales, c'est des prix dépendent du travail mis dans le bien, en fait, mais il n'y a pas de prise en compte de l'impact écologique de ces produits. Comment tenir compte de l'impact écologique des produits, donc, que ce soit au niveau local ou au niveau national, en fait. Je vous remercie. C'est une super question, et c'est vrai. Alors moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, en pratique, la plupart des monnaies locales en France, elles sont organisées quand même autour de valeurs écologiques. Alors comment est-ce qu'elles arrivent à faire la différence? Chaque monnaie locale est organisée autour d'une association la plupart du temps, et donc quand il y a un business qui décide, nous tiens, on veut participer au système, et les gens disent, ouais, par exemple, moi quand j'étais à Clermont-Ferrand, la Doum, c'est notre monnaie locale, à un moment donné, il y a Michelin, il dit, nous, ça nous intéresse de participer. Et les gens de l'association, ils se sont dit, mais quand même, nous, en fait, on travaille que avec des gens qui font du bio, des trucs désirables et tout, on n'a pas envie de s'associer avec un truc comme ça. Donc là, c'est la première sélection qui fait en sorte que quand même, si vous regardez, vous comparez 1 euro avec 1 euro équivalent de monnaie complémentaire en France, le 1 euro de monnaie complémentaire, en fait, il aura un impact écologique énormément moindre parce qu'il y a cette sélection un petit peu démocratique de qui peut participer et où vont les euros. Ça, c'est une chose. Mais après, vous avez raison, s'il y a des monnaies locales un peu partout, ça va devenir vachement difficile. Là, c'est facile parce qu'elles sont niches, parce qu'il y a des phénomènes d'autosélection. Les gens qui participent sont des gens qui ont déjà certaines valeurs sociales et écologiques, ce qui ne serait pas le cas si elles étaient démocratisées. Alors moi, la solution que j'ai là-dessus, elle ne concerne pas seulement les monnaies locales, mais la monnaie en général. C'est une proposition qu'on décrit souvent maintenant sous l'appellation de carte carbone. Alors, imaginez-vous un peu ça. En France, on sait qu'on a un budget carbone à respecter. On l'a, en nombre de tonnes, c'est certain. Donc, on peut dire que chaque année, voilà, on a ce nombre de tonnes. On peut émettre. Ce nombre de tonnes, on va le diviser en petits permis. Une partie de ces permis va être distribuée à chaque personne individuellement sur votre carte carbone, qui sera l'équivalent d'une carte vitale en écologique, une carte carbone. Ça sera un revenu universel en carbone qui vous permettra de satisfaire vos besoins de base en chauffage, en mobilité, toutes les choses comme ça, calculées en fonction de l'usage moyen. Bien sûr, ça voudra dire que les gens qui ont une consommation élevée, donc on l'a vu, les plus riches, au bout d'un moment, même s'ils ont de l'argent en euros, ils ne pourront plus acheter de l'aviation parce qu'ils n'auront plus de points carbone. Alors bien sûr, il y aura un marché secondaire, ils pourront racheter les points carbone à ceux qui en ont utilisé moins, qui pourront les revendre, mais ça, c'est pas un problème parce qu'à la fin, on est sûr qu'en fait, quoi qu'il se passe, on n'utilisera jamais plus de points carbone qu'on en a dans notre budget. Donc chaque année, les budgets carbone diminuent, et ça fait que ça crée des espèces de mécanismes en fait
où on espère que ça puisse accompagner l'économie un petit peu comme une taxe carbone, hein. Ça crée un prix sur le carbone qui fait que tout ce qui est carboné d'un coup coûte plus cher. Et la différence avec un prix sur le carbone de la taxe carbone, c'est que la taxe carbone, elle ne va jamais faire en sorte qu'il n'y aura jamais de limite maximum. Si les riches, ils s'en foutent, ils peuvent payer la taxe carbone, eh ben, ils vont quand même émettre. Alors qu'avec une carte carbone qui est basée sur un système de quotas, vous êtes certain que vous ne pouvez jamais dépasser cette limite. Donc juste une idée. Je voulais juste vérifier, parce que j'étais dans le fond, s'il y a d'autres questions, j'ai bien vu qu'il y a une question, hein. Il y a d'autres là, voilà, bon. Je reviens vers vous. Merci Timothée, c'était vraiment intéressant hein, et convaincant votre conférence. Ça m'a rappelé celle que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps sur le web là, de Arthur Keller qui s'adressait à des... alors il parlait des donuts comme vous, mais avec plus de graphique parce qu'il s'adressait à des ingénieurs de l'école centrale et de l'ESSEC, mais c'était exactement le même contenu et avec la même clarté, bravo. Néanmoins, j'ai une petite réserve, moi, par rapport à la dernière diapositive que vous présentez. Vous parlez de revenu universel et de gratuité. Gratuité, je vois bien, parce que, effectivement, pour penser la gratuité, il y a forcément un débat préalable et il y a une cohérence, forcément, par rapport à cette décision. En revanche, je trouve que la notion de revenu universel, surtout si on veut que ce revenu soit à un niveau décent, hein, eh bien, c'est forcément une ponction sur ce que produit le capitalisme, enfin, sur ce que produit l'économie telle qu'on la voit se développer actuellement. Donc, là, je vois une contradiction majeure, et alors, je sais que vous avez parlé d'autre chose, hein, de coopératives, de possibilités de définir des besoins collectivement plutôt que de s'assujettir à une offre, etc. J'ai bien compris ça, mais néanmoins, dans cette notion de revenu de base, on fait imaginer quelque chose de très séduisant, hein, mais qui, à mon avis, sert fondamentalement le capitalisme. Et peut-être qu'à la place de cette notion de revenu universel de base, on pourrait substituer une autre notion qui a été travaillée par d'autres chercheurs, je pense notamment à Bernard Friot, par exemple, hein, de salaire à la qualification. Hein, un salaire qui reconnaîtrait chaque personne en tant que producteur de valeur, hein, et pour le coup, donc, on donnerait un revenu à la personne en tant que producteur de valeur, mais resterait après à inventer effectivement des institutions qui permettraient ensemble de définir les besoins et de définir la place on a besoin par exemple de boulangers, on a besoin de charcutiers, on a besoin de maçons, mais on n'a peut-être pas forcément besoin de traders, on n'a peut-être pas forcément besoin de gens qui vont explorer du pétrole en Antarctique ou des choses comme ça. Hein. Donc voilà, donc je pense que je finis là-dessus. Il y a une notion qui est vraiment très importante, c'est un moment dans l'économie, qui est-ce qui définit la valeur? Est-ce que c'est ceux qui sont propriétaires d'un capital et qui, parce qu'ils sont capables d'avoir une propriété privée lucrative, qu'à ce moment-là, c'est l'offre qui prédomine? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans un autre système et c'est les besoins à partir desquels on développe une économie particulière? Ah, merci pour cette question, et je dois dire que je suis complètement d'accord. Donc historiquement, en fait, les décroissants au départ ont demandé le revenu universel, ça faisait partie de leur demande, et moi quand je l'ai étudié, c'est vrai qu'il y a un truc qui me dérangeait. Donc je suis complètement d'accord, il y a cette espèce de contradiction, d'ailleurs, il y a beaucoup de libertaires pro-capitalistes qui font aussi l'apologie du revenu de base, parce que ça va dans le sens d'une marchandisation de tout, d'une diminution de l'État où on vous donne juste de l'argent et ensuite chacun va dans l'entreprise qu'il veut. Mais ça, c'est un projet utopique d'une société où tout est un magasin, où c'est une démocratie du porte-monnaie, une méritocratie où chacun pourrait être un petit entrepreneur de soi-même. Donc là, on est vraiment dans la doxa néolibérale pro-capitaliste. Et donc moi, ça me dérangeait aussi, cette histoire de revenu de base. Mais après, j'étais pas le seul et j'ai découvert beaucoup de gens, comme Baptiste Milondo, qui est un économiste français à Lyon, qui a beaucoup travaillé en parallèle avec Bernard Friot sur justement cette espèce de contradiction. Et ils ont développé le revenu universel de Baptiste Milondo, qui a beaucoup travaillé sur la décroissance, ou un autre que je vais citer, c'est Vincent Liéget, et ce qu'il a appelé la dotation inconditionnelle d'autonomie.
qui sont en fait des versions du revenu de base qui sont compatibles avec la décroissance. Alors, pourquoi elles sont compatibles avec la décroissance? Prenez par exemple la dotation inconditionnelle d'autonomie de Vincent Liégey, qui est divisée en 3 parties. Une grosse partie, c'est la gratuité. Si vous avez accès à des biens gratuits, vous n'avez pas besoin d'argent. Donc, ça, la version capitaliste, c'est je vous donne de l'argent aux États-Unis et vous allez ensuite le donner à un hôpital privé pour vous faire soigner. La version socialiste, plus compatible avec la décroissance, c'est plutôt de dire qu'on va assurer collectivement des biens, des services publics de qualité qui seront décentralisés, gérés parfois comme des communs, parfois comme des communs nationaux, parfois comme des communs municipaux. Et donc, on aura accès à l'éducation gratuitement, à la santé gratuitement, accès aux musées, au transport, aux télécommunications, à même à une quantité d'énergie de base, de nourriture aussi, c'est la proposition de la sécurité sociale de l'alimentation en France. On peut décider de rendre quelque chose gratuit, ça ne le rend pas gratuit magiquement, c'est juste de dire que cette chose, en fait, ne devient plus un bien payant. C'est-à-dire qu'on organise ce bien, on le finance collectivement, comme la santé et l'éducation, mais vu qu'on considère que c'est un droit inconditionnel du pouvoir d'achat, et tout le monde y a accès gratuitement, même s'il peut y avoir des limites de quotas, des choses comme ça, comme c'est déjà le cas pour beaucoup de choses en France. Donc là, déjà, on donne une grande partie de l'allocation d'autonomie en gratuité. Une deuxième partie, elle est donnée en monnaie locale. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que ça permet de donner des monnaies, par exemple des monnaies de banque de temps, des monnaies énergétiques, des monnaies dont la valeur est adossée à l'énergie. Ça permet aussi de faire en sorte que cet argent que vous donnez aux gens ne retombe pas dans l'économie capitaliste. Ça, c'est aussi une manière de redynamiser un territoire qui se retrouve en besoin de financement sans faire en sorte que ça va faire l'effet passoire où ce financement, en 2-3 transactions, il se retrouve dans une banque investie dans les marchés financiers. Et bien sûr, une partie du revenu de base, et ça c'est une partie qui peut varier, peut être donnée en monnaie nationale si besoin, bien sûr en prenant en compte la différenciation des revenus. Donc de faire en sorte que par exemple quelqu'un qui serait très riche, les 50% les plus riches, ils n'ont pas besoin d'un revenu universel en euros. Ils ont même d'ailleurs peut-être même pas besoin d'un revenu universel en monnaie complémentaire. Mais ils auront quand même accès gratuit à l'éducation et au phénomène de gratuité. Donc là, il y a toutes des choix. Moi, j'adore le salaire à vie de Bernard Friot. Je trouve un modèle fantastique qui va complètement dans le sens de la décroissance. J'adore aussi la relecture qu'en a fait Frédéric Lordon quand il l'appelle la garantie économique générale. Moi, j'adore ce terme parce que c'est exactement ce dont on doit avoir. Et là, ça retombe sur la question de la valeur, qui est vraiment, moi, l'une de mes questions les plus passionnées sur la décroissance, et c'est pour ça que moi je dis, je suis spécialiste de l'économie de la décroissance, parce que je pense que la décroissance, ça nous appelle à repenser la valeur. Jusqu'ici, on a pensé la valeur prédominamment financière. Et on se rend compte que ce qu'on appelle la croissance, c'était pas une création de valeur financière, c'était ce qu'on appelle de l'accumulation par la dépossession. Ça, c'est le terme de David Harvey, un économiste marxiste. C'est-à-dire qu'une grande partie de la croissance ne mesure en fait que la transformation, une accaparation de la valeur sociale et écologique qu'on transforme en valeur financière. Mais on se rend compte que cette transformation, parfois, elle n'est pas désirable. En fait, on détruit un écosystème vachement complexe pour vendre des meubles Ikea dont on avait besoin. Donc là, on se rend compte que ce n'est pas la création de valeur, ce n'est pas de la valeur ajoutée, c'est de la valeur détruite, c'est de la valeur accaparée. Donc là, je suis complètement d'accord que si on veut remettre tout ça à plat et créer une économie en fait où on puisse vraiment mesurer la valeur ajoutée et la différencier de la valeur transformée, on va avoir besoin d'institutions de formes démocratiques qui accompagnent cette création de valeur, et on se rendra compte, ça c'est une hypothèse à tester, on se rendra compte que en fait la valeur, c'est-à-dire notre capacité à satisfaire des besoins sans détruire les écosystèmes, donc cette compréhension vraiment très centrée sur les valeurs d'usage, elle demande du travail qui est varié. Donc pas seulement des heures de travail concentrées à l'intérieur de l'usine, mais aussi ce que les économistes féministes appellent du travail reproductif, du travail d'investissement qu'on parle à ses voisins pour construire de la confiance, des choses comme ça, du travail de réparation et de protection des écosystèmes. Tout ça, ça vient collaborer ensemble pour créer notre capacité collective à satisfaire nos besoins. Et donc, quand on parle de distribution de la valeur ajoutée, ça veut dire de dépasser l'emploi salarié et de se dire que la valeur, si elle est créée un peu partout, on devrait tous recevoir une partie
de ce qu'on participe à créer. Donc, de ce sens-là, le salaire à la qualification de Bernard Friot, associé avec une démocratisation, en fait, de choisir qu'est-ce qui crée de la valeur, qu'est-ce qui n'en crée pas, ça va complètement dans la bonne direction. Et moi, je vois plutôt les provisions, comme Vincent Liéget, d'une dotation inconditionnelle d'autonomie, comme un mécanisme de transition qui nous permette en fait de sortir du capitalisme, mais une fois qu'on sera complètement sorti, que toutes les coopératives seront à lucrativité illimitée, à mission, qu'on aura un salaire maximal et un salaire minimum, qu'on aura vraiment repris possession de toute l'infrastructure énergétique, de transport, de télécommunications, donc on aura des communs démocratiques à but non lucratif vraiment protégés, et bien là, on n'aura plus vraiment besoin d'avoir une dotation même en monnaie nationale. Peut-être qu'on arrivera à organiser la plupart des trucs avec des monnaies locales, avec des réseaux de réciprocité qui seront partiellement démonétarisés. Donc là, dans le futur très long, je pense qu'on peut tomber dans un système un petit peu comme Bernard Friot, mais il faut aussi être pragmatique et se dire qu'entre le capitalisme aujourd'hui hyper financiarisé, hyper prédateur, qui s'est quand même vachement répandu dans plein de secteurs, et la privatisation depuis l'avènement du néolibéralisme dans les années 80 vraiment a fait qu'il y a énormément de choses à déconstruire, et donc on va avoir besoin d'instruments de destruction d'un côté, et d'instruments de transition, et d'instruments de reconstruction de l'autre, et qu'il faut vraiment arriver à faire le puzzle dans notre tête de cette transition pour arriver au moment où en fait le salaire à vivre de Bernard Friot serait possible. Donc ça, moi j'ai fait ça dans la troisième partie de la thèse. La leçon que j'en ai retenue, c'est que c'est un casse-tête interminable, bien trop compliqué pour être fait par une personne, et qu'en fait on ne peut vraiment se dépêtrer de cette grande question qu'à travers une énorme discussion. C'est pour ça que j'avais évoqué la Convention citoyenne sur le climat, mais il y a besoin d'avoir des conventions citoyennes sur énormément d'autres choses pour arriver justement à designer chaque petite étape de cette grande transition. Autre question. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai écouté attentivement. J'ai regardé récemment Don't Look Up. La comète, je crois qu'elle arrive, sûrement. Et je vous entends, et j'ai vu les graphes comparer la France, les États-Unis. On voit bien que les États-Unis ont un poids extrêmement important. On voit bien que le problème, il n'est pas franco-français, il n'est pas européen, il est mondial avec des poids différents. La Chine, je pense que la Chine, qui va bientôt dépasser les États-Unis, doit avoir aussi un poids, à mon avis, important. Et ce que j'ai entendu, et effectivement ça m'a fait peur, parce que vous avez dit à chaque fois, il faut déconstruire, il faut mettre à plat, il faut faire beaucoup de choses. Alors je voudrais que vous nous disiez peut-être 3 mesures à faire qui pourraient faire consensus, et 3 mesures au niveau d'un État, 3 mesures au niveau mondial, et 3 mesures aussi au niveau des individus, parce que j'ai entendu, effectivement, moi je suis comme tout le monde, je vais à la décharge, je fais attention, on mange moins de viande, il y a plein de petits actes qu'on fait, mais qui sont des actes insuffisants. 3 mesures mondiales, 3 mesures en France ou au niveau européen, et 3 mesures au niveau individuel. Eh ben merci, c'est un sacré défi. Je ne sais pas s'ils auront le temps de répondre aux 3, mais bon, on peut essayer déjà en prendre quelques-unes pour voir. C'est pas mal. Non, mais j'aime bien. Je commence à l'échelle individuelle. On les connaît, les 3 postes. Les 3 choses qu'on peut légalement faire avec le plus d'impact négatif sur les écosystèmes, c'est utiliser une voiture, et surtout une grosse voiture et une voiture lourde, thermique, souvent, avoir un chauffage au fioul ou à gaz, et l'utiliser beaucoup, et manger de la viande et prendre l'avion. Ok. Donc là, les changements, à partir de là, on ne parle que de changements climatiques, ils sont clairs. Si vous prenez l'avion souvent, eh ben, il faut moins le prendre. Les gens qui travaillent dessus, dont Décroissance de l'aviation, c'est une organisation en Angleterre, nous disent que si on devait partager équitablement le droit à l'avion, ça serait un vol par décennie à peu près, ou tous les 6 ans. Donc là, on en voit à peu près, et bien sûr, sur le long terme, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas d'alternative non carbonée à l'avion, ça serait 0 vol. En termes de viande, là aussi, on peut faire des petites comparaisons. C'est une alimentation moins
moins riche en viande, ou végétarienne, ou végane, il y a plein d'options, et après on peut faire ses propres calculs. On sait qu'en termes d'empreinte, l'alimentation végétarienne est beaucoup moins que celle carnée, mais pareil, entre les viandes, il y a plein d'équivalences, donc si on abandonne le bœuf et qu'on passe au poulet, on diminue quand même. Là, bien sûr, je vous parle en termes très froids et pragmatiques. Moi, personnellement, je suis aussi un défenseur de l'éthique animale, donc là, après, mais c'est toute une autre discussion. Si on part sur l'aspect vraiment réduction des pressions environnementales, il faut manger le moins d'animaux possible. Le troisième, sur l'automobile ou sur le chauffage, voilà, après, on se retrouve tous embriqués dans des structures. C'est-à-dire que si vous habitez à la campagne et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des transports collectifs de qualité pour aller d'un endroit à un autre, c'est vachement difficile d'utiliser la voiture. De ne pas utiliser la voiture. Mais c'est vachement facile, quand vous achetez une voiture, de ne pas acheter un 4x4. Ça, c'est la solution la plus facile du monde, de ne pas acheter un 4x4 et de privilégier une voiture qui soit moins lourde et avec le moins d'émissions possible. C'est aussi facile d'organiser du partage de voitures, du covoiturage, des choses comme ça. Sur les chauffages, là, c'est aussi, si vous regardez les chauffages au fioul en France, le chauffage au fioul, c'est ce qu'on appelle une technologie zombie. C'est-à-dire que ça coûte plus cher que les autres chauffages, c'est horrible écologiquement, c'est plus dangereux, c'est vraiment, ça n'a aucun avantage, mais c'est encore là parce que c'est chiant quand même quand vous avez une chaudière au fioul, de la faire changer, ça demande quand même vachement d'efforts. Les chauffages au fioul sont distribués équitablement dans toute la population, donc il y en a autant chez les riches que chez les pauvres. Donc là aussi, si vous avez un certain revenu et que vous avez un chauffage au fioul, bah là, le moment de le changer, c'est maintenant. Donc ça peut participer sur les actions individuelles. Je passe à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, déjà, il faudra qu'on arrête le PIB, vous savez quoi, je vais le mettre à l'échelle mondiale. Parce que je pense que si un pays le fait comme la Nouvelle-Zélande, bon, bah, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il y ait une décision concertée des Nations Unies de dire voilà, le PIB, on le met au musée des antiquités économiques et on arrête. Et maintenant, on dit que les budgets de bien-être de la Nouvelle-Zélande, ça devient le nouvel indicateur mondial. De la même manière qu'en 1953, les Nations Unies ont fait du PIB l'indicateur international de référence. Donc là, voilà, moi j'aimerais bien qu'ils annoncent un nouvel indicateur. J'aimerais bien qu'on se mette d'accord en termes de lutte sur le changement climatique, un petit peu façon accord de Paris, mais quelque chose qui est des dents, c'est-à-dire avec des contraintes si on ne le respecte pas. Donc ça, bien sûr, j'aimerais bien qu'on décide. Vous voyez un petit peu, j'avais parlé du quota de la carte carbone par pays. Mais pour avoir ça, il faut qu'on ait une carte carbone internationale. Ben moi, j'aimerais bien que les Nations Unies décident ça aussi. Carte carbone, quand je dis les Nations Unies, c'est voilà, l'agencement des nations de la manière la plus démocratique possible. La troisième chose que j'aimerais bien voir à l'échelle internationale, c'est le crime de l'écocide passé en loi. Donc ça, il y a des gens qui le demandent, et au fil des années, là, on voit certains pays qui commencent à parler de droit de l'environnement pour changer leur constitution. Moi, j'aimerais bien voilà, qu'il y ait vraiment un crime, que l'écocide, donc la destruction organisée, préméditée, consciente des écosystèmes, devienne un crime comme le génocide qui puisse être traité en cours, en procès international, qu'on puisse enfin poursuivre des entreprises et des États pour crime d'écocide. Donc ça, dans le mondial, si on redescend à l'échelle nationale, le numéro 1, c'est vraiment la taxe sur les richesses. Hein. Donc prenez ce que propose Piketty, le plafonnement des richesses et des revenus. Ça, c'est la condition sine qua non à toute transition écologique socialement stable, faisable et écologiquement efficace. Donc, c'est les richesses. Ensuite, la deuxième, moi personnellement, ça serait la réduction du temps de travail. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que la facilitation de la réduction du temps de travail et la protection du temps partiel. Alors pourquoi c'est ça? Vous allez vous dire, c'est peut-être un petit peu, ça paraît secondaire, hein. Mais c'est extrêmement important parce que si on veut construire une nouvelle économie, on a besoin de prendre le temps de discuter. On a besoin de prendre le temps de créer des associations. Pour tous ceux d'entre vous, et là je pense notamment à mes amis de la liberté d'esprit, monter une association, c'est énormément de temps. Si on veut imaginer reconstruire une nouvelle économie, c'est énormément de temps. Donc aujourd'hui, il faut assécher le capitalisme d'heures de travail pour qu'on puisse récupérer ces heures et construire notre économie alternative. Donc la réduction du temps de travail, c'est une condition sine qua non à tout grand projet sociétal. Donc il faut aujourd'hui le permettre et le faire, bien sûr, en adéquation avec les inégalités, parce que si vous avez un bas salaire, réduction de votre temps de travail, ça veut dire tomber dans la pauvreté. Donc il faut pouvoir réduire son temps de travail à salaire constant pour les plus bas salaires, dans la logique du salaire à vie.
de dire qu'on va contribuer à la productivité économique d'une autre manière, d'ailleurs une productivité économique qui sera beaucoup plus de valeur parce qu'il aura une teneur en valeur sociale et écologique. Donc ça, c'était ma deuxième. Ma troisième, ça serait l'interdiction de la publicité. Alors ça avait été proposé, pas de toute la publicité, mais ça a été proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Commençons par là, on a la loi E20 qui interdit la publicité sur l'alcool et le tabac. Ok, je pense que maintenant on a besoin d'une loi E20 climatique. La Convention citoyenne avait proposé qu'on fasse comme ça. Vous avez un Nutri-Score sur les aliments, vous connaissez de A à F là. Et bien, d'avoir un carbon score, ça on va l'avoir de toute manière, c'est en développement. Et bien, toutes les biens et services qui ont un carbon score au-dessus d'un score, je sais pas, genre dans le rouge, interdiction de faire de la publicité dessus. Plus de publicité sur les 4x4, plus de publicité sur les voyages en avion, plus de publicité sur les biens de luxe, toutes les choses comme ça, ça devrait être interdit parce que ça nuit à la santé écologique et sociale aussi, parce que c'est des biens à haute teneur en inégalité, et donc, comme le tabac et l'alcool, leur publicité devrait être interdite par la loi. Bien, je vois deux autres questions, il y en a peut-être d'autres derrière, donc je vois. Merci de votre débat, c'est vraiment très intéressant. Bon, il y a un créneau que vous n'avez pas abordé, c'est le digital et la dépense énergétique qui en découle. Alors, j'entends par le digital la fabrication des terminaux, les télévisions, ordinateurs, smartphones, la construction et la maintenance des antennes, la construction et la maintenance des câbles, les satellites, les communications pour moitié. Alors, ce digital, c'est d'une dépense équivalente, d'après Jean Covici, de la flotte globale de camions, 2 fois la flotte de la marine marchande, 2 tiers des véhicules, des voitures et des utilitaires, et 2 fois et demi les émissions de la France. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'orientation générale de tout digital? Vous faites bien vraiment de parler de digital parce que très souvent, moi quand j'essaie de montrer qu'on ne peut pas regarder la croissance, les gens vont me dire mais non, regardez toute la valeur qu'on crée sur Netflix, regardez toutes ces monnaies, les crypto-monnaies, tout ce qu'on arrive à créer dans le digital comme valeur dématérialisée parce que c'est sur Internet. Mais ça, c'est faux. Et vous l'avez bien dit, on voit aujourd'hui dans les chiffres en fait, que l'empreinte écologique du digital, elle est énorme. Parce que derrière tout service qu'on a en ligne, derrière tout film qui va être regardé sur Netflix, eh ben, un écran va être construit, un centre de données va être refroidi, des câbles vont être construits, vont être maintenus, des satellites vont tourner, des satellites vont être mis en orbite. Donc en fait, avant, on pouvait avoir l'impression que le digital n'avait pas d'empreinte carbone, ou d'empreinte écologique en général, mais maintenant on se rend compte qu'en fait il a une empreinte énorme. Donc il n'y aura jamais de service complètement dématérialisé. Même le service le plus dématérialisé que vous pouvez penser, même les secteurs bancaires, ont besoin de terminaux, ont besoin d'échanger des informations, ont besoin de chauffer leurs bâtiments, toutes ces choses-là. Donc, pareil comme Facebook, hein, c'est un exemple qu'on prend souvent, parce qu'on dit que Facebook, bon, voilà, c'est de la valeur super dématérialisée, mais Facebook, comment gagne-t-il de l'argent? À travers la publicité. Bon, déjà, Facebook a besoin de refroidir toutes ces données, donc ça, c'est énormément d'électricité, enfin d'énergie. Après, la publicité que vous voyez sur Facebook, c'est pas de la publicité pour des massages et des conseils en développement durable, et pour mon prochain livre sur la décroissance. Non, c'est des 4x4, c'est des voyages aux Maldives, c'est des sacs à main, c'est des jet skis, c'est énormément de choses qui sont matérielles. Donc Facebook, en fait, arrive à dégager de l'argent en boostant la production et la consommation de choses qui sont énormément énergétiques et matérielles. Donc non seulement le digital, il a une empreinte en lui-même, mais le digital capitaliste a une empreinte encore plus importante parce qu'il participe en fait à l'accélération de la production et de la consommation de choses matérielles qui ne sont pas dans le digital. Et là, c'est encore pire quand ça crée des boucles. C'est-à-dire que Netflix, Facebook va faire des pubs pour Netflix, mais aussi pour acheter des nouveaux écrans qui permettent de regarder sur Netflix. Donc là, on a des phénomènes d'entraînement où on sait à travers l'obsolescence programmée et voilà, le changement de standard, on passe au DVD, de Blu-ray, de machin qui force à changer tout le truc, on passe de la 4G à la 5G, et donc il faut changer tout le parc des téléphones français.
Et alors, malgré le fait que les gens disent que les antennes sont plus sobres en énergie 5G, c'est vrai, mais vu que la 5G permet une augmentation du volume d'échange des données et vu qu'on doit renouveler tous les téléphones, et ben en fait, ça veut dire que l'empreinte totale du passage à la 5G va vouloir dire augmenter les pressions environnementales. C'est tous les rapports qui sont tombés, et les chiffres sont clairs là-dessus, ça va dans ce sens-là, donc je suis complètement d'accord. Il va falloir, société de la décroissance, il va falloir penser une décroissance du milieu digital, c'est-à-dire déconnexion, ça veut dire en fait, créer des façons de faire qui ne soient pas dépendantes de systèmes digitaux, mais je vous donne un exemple. Parce que là, par exemple, nous, on lance un journal académique de la décroissance. C'est très niche, hein, mais il n'y en avait pas jusqu'ici, on en lance un, et donc on s'est fait construire un site internet, et la moindre des choses, quand on était avec les développeurs, on a fait bien sûr appel à une petite coopérative de hackers anticapitalistes, à tendance anarchiste et écologique, on leur a demandé, ben voilà, comment est-ce qu'on fait pour avoir un site internet qui fonctionne le moins possible? Et en fait, moi, ils m'ont expliqué, moi, je ne savais pas, mais il y a vraiment plein de façons de faire pour qu'un site soit extrêmement sobre comparé à un Netflix, un film avec plein de vidéos en 4K, plein d'options qui servent un petit peu à rien, qui s'update. Moi, je vous donne un exemple, un magazine sur les low-tech qui ne marche qu'aux énergies renouvelables, ce qui fait que le site n'est pas accessible la nuit. Parce que la nuit, voilà, le site il marche que l'énergie solaire, et l'éolienne, voilà, la nuit ne marche pas. Mais en même temps, est-ce que les sites ont besoin d'être disponibles 24 heures sur 24? Enfin, je veux dire, tous les sites. Donc là, c'est une question, on ne s'en pose pas. Aujourd'hui, on se dit qu'un site internet devrait être disponible 24 heures sur 24. Ce n'est pas forcément le cas. Donc ça fait partie, en fait, de la question de la sobriété digitale. Elle va complètement dans le sens de la décroissance, d'analyser certains services qu'on a sur Internet et se poser la question, s'il y a une faible teneur en bien-être et une haute teneur énergétique, qu'on peut le faire autrement, peut-être qu'on doit le faire autrement. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas continuer à augmenter le secteur du digital. Ça doit faire partie, c'est l'un des secteurs qui va bientôt représenter une des plus grosses parts. Donc quand on pense décroissance, il ne faut pas penser industrie lourde, moins de ciment, moins de 4x4, c'est vrai, mais ça veut dire aussi moins de grands services de streaming comme Netflix, moins de volume d'échange sur des plateformes comme YouTube, des choses aussi simples aussi que d'essayer de moins d'échanges de mails, moins de processus très lourds de sites internet et de processus bureaucratiques digitaux qui deviennent très gourmands en énergie et en base de données. Donc toutes ces questions vraiment font partie du débat. Donc merci de l'avoir posé. Merci. Bonjour, voilà, donc je suis très très content d'être venu à cette conférence. Vous avez été très pédagogique. Alors moi j'ai une question qui néanmoins me turlupine, c'est l'aspect démocratique. En fait, quand on va avoir bientôt des échéances, et donc le fossé qui existe entre la présentation que vous faites d'une société entre guillemets idéale et celle d'aujourd'hui. Et entre guillemets une société droguée à la consommation, et donc il va falloir entre guillemets se désintoxiquer de manière brutale, donc un sevrage extrêmement brutal. Et je fais le lien avec le démocratique parce que on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'abstention aux élections, et notamment parmi la population jeune qui va devoir en gros être confronté à ce changement de société. Et donc la question qui me taraude, c'est celle de comment passer d'une société actuelle basée sur la consommation à celle que vous décrivez qui est entre guillemets désirable. Mais voilà, le gap il est extrêmement important, d'autant que on a une urgence de décroissance. On peut parler de Jean Covici, il l'a chiffré en termes de montant de la décroissance qui était liée au fait, par exemple au Covid, et il faut le faire pendant 30 ans, le niveau de décroissance actuel. Voilà. C'est une question qui me travaille assez souvent, et il y a un penseur français qui s'appelle Luc Ferry, qui est, je pense, l'une des critiques les plus persistantes de la décroissance. Je pense qu'il a publié une vingtaine d'articles vraiment contre la décroissance, et c'est l'un de son fer de lance de dire qu'en fait la décroissance ne sera jamais acceptée
démocratiquement en France, en fait, les gens ne l'accepteront pas parce que ça représente un trop grand sacrifice. Alors moi, quand je pense à cette question, déjà, je me rappelle des inégalités. Du fait que, eh ben, si par exemple, on interdit l'usage du 4x4 à Paris, ou de partir de certains 4x4 les plus lourds, en fait, ça concerne tellement peu de personnes que ce n'est pas un débat démocratique. C'est de la même manière qu'on interdit, je ne sais pas, le port d'armes dans les aéroports ou la consommation d'héroïne dans les cafés. Oui, bon d'accord, certaines personnes, ça ne va pas leur faire plaisir. Mais si on interdisait, par exemple, de prendre l'avion plus de, je ne sais pas, 10 fois par an, là aussi, ça va être un sacrifice pour une poignée de personnes. Là, je l'ai répété, hein, 2% de la population, 50% des vols. Donc cette désintoxication brutale, elle va être extrêmement sélective. Et moi, l'une des manières que j'ai de la penser, c'est aussi que cette influence matérielle, elle est très récente. Elle n'est pas devenue une culture. C'est depuis très récemment, en fait, qu'il y a cette division matérielle, cette culture un petit peu des consommations et du prestige associé à la surconsommation. C'est très récent, et très récent sociologiquement, ça veut dire encore très malléable. Donc ça, je trouve ça encourageant. Et une autre chose que je trouve encourageante, c'est les sondages qui existent depuis plusieurs années, qui incluent des questions sur la décroissance, où en fait on se rend compte que la plupart des gens sont contre ces idéaux de la croissance économique, la recherche des profits à tout prix. Donc je pense qu'il y a une certaine popularisation où les gens se rendent compte, ça les sondages le montrent aussi, qu'on a de plus en plus de conscience environnementale, que les gens, la conscience environnementale, vont de plus en plus changer la pratique de la plupart des gens. Donc là, ça me montre que, encore une fois, ça ne va pas être un jour où on va devoir tout changer et ça va être sevrage et on va se retrouver tout tremblotant. Pour les 10% des plus riches, oui, cette transition, elle va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus brutale pour le reste de la population, mais en même temps, c'est ceux qui sont le plus à même de l'amortir parce qu'ils ont la sécurité économique qui leur permettra de ne pas se retrouver dans une situation de pauvreté, donc là il n'y aura pas de problème. Une autre chose qui m'a fait penser aussi, c'est ce débat, il doit être toujours, moi je le globalise parce que je sais pas, j'ai les chiffres et parce que j'ai fait ma thèse dans un département d'économie du développement, donc je travaillais avec mes collègues en fait, qui travaillaient tous sur la pauvreté dans d'autres pays, et en fait quand on lit les deux choses et qu'on se rend compte de la finitude des ressources, cette discussion, elle prend tout un autre contexte. Et je pense que maintenant, là, on commence un peu à... Les gens, l'écologie se popularise, mais l'écologie politique aussi, et le lien entre pauvreté, écologie, des choses comme ça, la pauvreté environnementale, les concepts de justice environnementale, ça aussi, ça se connecte. Et ça, je pense que ça crée beaucoup... ça fait changer les comportements beaucoup plus facilement. Je ne sais pas, beaucoup plus facilement parce que les gens répondent à une certaine forme de solidarité, non seulement nationale, internationale, une grande forme d'empathie et de sympathie écologique. Je vois ça avec en France, on consomme de moins en moins de viande. Pourquoi ? Une partie à cause de la démocratisation des régimes végains et végétariens, des arguments autour de l'éthique animale. Bon, voilà, je pense que c'est un certain progrès, que maintenant ces idées soient respectées. Et donc ça va dans le sens aussi, on n'a pas besoin d'imposer aux gens de manger moins de viande, ils le font déjà. La question c'est de se demander, bon, voilà, comment est-ce qu'on se retrouve dans des restaurants où il n'y a pas d'option végétarienne, dans des cantines où il n'y a pas d'option végétarienne, c'est des choses à changer pour accompagner. Donc c'est pas forcément, on va pas... Il faut justement arriver à accompagner certaines tendances et freiner d'autres tendances. Mais ça ne va jamais être des choix complètement drastiques à faire une journée, c'est des choix qu'on fait de toute manière à chaque fois qu'on décide quoi acheter, à chaque fois qu'on décide comment changer la taxe sur la valeur ajoutée de certains produits. Voilà, c'est des décisions qui sont constamment prises, qu'il faut juste réorienter dans une nouvelle direction. La dernière chose que je veux dire là-dessus, et c'est un concept que j'aime beaucoup parce que c'est une philosophe anglaise qui parle d'hédonisme alternatif. Elle s'appelle Kate Soper. Et elle, ce qu'elle a réalisé dans ses travaux, c'est qu'en fait, la consommation outrance rend les gens misérables. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait penser, pourquoi est-ce qu'ils consomment tant ? Pourquoi ils y rentrent dans le jeu des possessions et du matérialisme ? Mais en fait, c'est malgré ces personnes-là, parce que nous sommes des animaux sociaux, et donc il y a des phénomènes qu'on appelle de compétition positionnelle, où en fait, on va essayer de gagner du prestige à travers la consommation. Donc je regarde la télé,
voilà, les rappeurs ou je sais pas qui, les PDG, bah, ils ont une Mercedes, un 4. Et donc, si je veux faire partie et adhérer à cette idée culturelle de la réussite, il faut aussi que j'ai un 4x4, une Rolex, que j'aille aux vacances en Maldives, parce que si je vais faire des vacances à pied en randonnée dans la Creuse, et ben là, c'est tout de suite moins sexy. Je raconte ça à mes collègues, ils vont vraiment me prendre pour un bolos. Donc là, il y a toute une... il faut créer une nouvelle narration, un nouveau récit du prestige, de la réussite, des choses comme ça aussi, qui ne sont pas complètement déconnectées. Ça ne va pas être créé dans une salle obscure au ministère de l'économie. Ça répond à la sagesse populaire. De la même manière, moi j'aime beaucoup ces études en psychologie où vous demandez aux gens juste avant qu'ils meurent, voilà, qu'est-ce qu'ils regrettent dans leur vie. Ils vous disent tous la même chose, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. C'est voilà, j'ai trop travaillé dans ma vie, si j'avais su, j'aurais moins travaillé. Pour pouvoir me payer une voiture, des trucs comme ça, j'aurais plus passé du temps à lire, à jouer avec mes enfants, à faire des... à tomber amoureux, à faire ces choses-là. Donc, moi, j'aimerais bien, et là, vous allez me prendre pour à moitié romantique, utopique et complètement innocent, et presque naïf et bête, mais il faut, je pense, construire une économie qui soit au service de ces choses-là. C'est-à-dire qu'une économie qui nous permette de maximiser l'amitié, de maximiser les relations amoureuses, de maximiser ces trucs-là. Et donc si collectivement on se rend compte que si on désamorce par exemple la compétition positionnelle et notre course pour le prestige à travers les possessions de qui a la plus grosse maison et qui a la plus grosse voiture, et ben on va tous s'y retrouver. Parce qu'on pourra faire une compétition au prestige, parce qu'on le fait toujours sur d'autres choses, sur voilà, les concerts qu'on organise, la vitalité de nos discussions démocratiques, sur voilà, la capacité, je sais pas, la musique qu'on écrit. On aura des choses dématérialisées comme ça, enfin du moins matérielles, qui feront qu'on ne s'enferme pas dans ces courses à la consommation, à la production, qui fait qu'on nous perd tous. Moi, c'est l'analogie que je préfère de Fred Hirsch, qui avait écrit Les limites sociales de la croissance dans les années 70, qui disait, bah voilà, si vous êtes au cinéma et là, au premier rang, vous voulez mieux voir, vous vous levez, donc le deuxième rang pour mieux voir doit aussi se lever, troisième rang pour mieux voir, parce que le deuxième rang s'est levé, doit se lever. Au final, vous êtes tous levés et vous atteignez la même situation. Vous voyez, comme au départ, sauf que maintenant, vous êtes tous fatigués parce que vous n'avez pas le luxe d'être assis. Aujourd'hui, il faut qu'on décide collectivement de s'asseoir, de produire et consommer moins, tous ensemble, mais si on fait tous ensemble, justement, ça voudra dire qu'on va pouvoir conserver un même niveau de bien-être relatif. C'est ça qui est important. On se donne encore quelques questions avant de conclure. Merci en tout cas de la qualité des réponses. Moi, c'était la même question, effectivement, sur la partie, sur la dimension démocratique, parce que je ne sais pas si vous mesurez, effectivement, à quel point votre discours, vos propositions sont radicales. Vous avez parlé, effectivement, de démocratie radicale, mais en fait, c'est très radical. Donc, politiquement, c'est extrêmement difficilement acceptable. Même, j'ai l'impression que le programme de Jadot est un enfant de cœur à côté de ce que vous proposez. Donc, ça veut dire que, effectivement, et les Verts, et voilà, les écologistes ne font pas beaucoup aux élections. Donc c'est inatteignable. Enfin, en tout cas, nous ne le verrons pas, mais je ne sais même pas si vous, dans votre vie, vous le verrez. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique. Si on veut peser sur on doit pouvoir trouver des solutions, et je sais qu'un certain nombre de penseurs aussi disent qu'il y a des solutions, y compris même avec le capitalisme, et des solutions qui sont, elles, pensées comme étant efficaces. Donc, on peut arriver à concilier une écologie, mais avec effectivement des modes de vie qui préservent effectivement l'intérêt des citoyens. Parce qu'effectivement, il faut que les citoyens l'acceptent. Par ailleurs, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous concernant effectivement la dimension travail. Faire du travail, effectivement, la partie ONI de la vie, c'est quelque chose qui m'échappe tout à fait. Le travail, pour beaucoup de personnes, et fort heureusement, c'était formidable le travail. Il y a quand même des côtés extrêmement positifs. Donc, vouloir absolument réduire à tout prix le temps de travail, ça me paraît une notion complètement absurde, surtout quand on sait qu'on est aux 35 heures. Alors, j'ai commandé sur ce dernier point, parce que quand je parle de réduction du temps de travail, ça ne concerne bien sûr pas ceux qui sont épanouis dans leur travail. Mais je ne suis pas aussi sûr que vous, que tout le monde s'épanouit dans son travail. Et moi, les études que j'ai mobilisées des sociologues du travail, et ça, bon, bah, tous les ans, on a des questionnaires, on voit qu'il y a une grande majorité des gens qui ne sont pas heureux dans leur emploi. Simplement parce qu'ils ne l'ont pas choisi, déjà. C'est le cas de beaucoup de gens qui n'ont pas de qualification.
Et ensuite, pour plein d'autres raisons, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent même dans des emplois super bien payés à être contraints de faire des choses qu'ils n'auraient pas envie de faire. Je vous donne un exemple, je travaille beaucoup avec des ingénieurs qui sortent d'école et qui se retrouvent forcés de faire de l'obsolescence programmée. Et ça, c'est vachement dur dans l'ingénieur, parce que l'ingénierie, c'est la culte de la qualité, de faire toujours le mieux qu'on puisse faire sous contrainte. Et eux, on leur dit, il y a des gestionnaires économiques qui leur disent, bah non, désolé, pour augmenter nos ventes, vous devez faire un produit un peu pourri dont personne n'a besoin. Et les ingénieurs, on peut imaginer, ça crée un mal-être au travail. Donc, la réduction du temps de travail, c'est pour ceux qui, aujourd'hui, dans le cadre du capitalisme et de l'hégémonie du travail salarié, pour produire des marchandises, se retrouvent coincés dans une situation où en fait ils ont l'impression de perdre leur vie à la gagner. Mais pour tous les autres qui arrivent à avoir un travail qui est concret, un travail qui est en alignement avec les valeurs, et là je suis d'accord, le travail devient une vertu et quelque chose à préserver. Alors sur la première chose, sur la radicalité, alors, bon, moi c'est une bonne piqûre de rappel et je vous partage un petit peu, je dois toujours avoir une double casquette. D'un côté, j'ai envie de préserver l'innocence de ma jeunesse et de garder cet aspect radical pour vraiment, et là je cite Serge Latouche, décoloniser les imaginaires, pour vraiment nourrir notre capacité à imaginer des économies alternatives. Alors pourquoi? Parce que, et là vous allez peut-être me rire au nez, mais on est en train de la perdre, cette capacité. Rentrez dans un département d'économie et vous allez vous rendre compte que c'est l'endroit le moins créatif du monde. C'est un trou noir de créativité, où le choix c'est entre capitalisme 1, capitalisme 2, capitalisme 3. On a perdu la capacité d'imaginer des futurs alternatifs. Donc ça aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'être radical, d'être anti-pragmatique et de penser contre le système. Alors ça, mais je suis complètement d'accord, ça il ne faut pas faire que ça, parce que sinon ça avance pas. Donc moi de temps en temps je tourne mon autre casquette. Quand je suis invité là en ce moment, moi maintenant je fais des formations économiques pour le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie. Donc je vais me retrouver avec tous les cadres de la fonction publique qui vont m'écouter pendant 2 heures, et ben je ne vais pas leur parler du municipalisme libertaire de Bookchin et du salaire à vie de Bernard Friot, bien sûr que non. Je vais essayer de les accompagner dans ce qu'ils essayent de faire en fonction de leurs contraintes, bien sûr, en essayant bien sûr de leur ouvrir l'esprit sur la diversité des options possibles à long terme. Mais après, on va parler de choses beaucoup plus spécifiques. Au sein des entreprises, c'est des choses comme juste la comptabilité, comment on fait de la comptabilité d'entreprise en prenant en compte l'aspect social et écologique, mais c'est la comptabilité dans des entreprises à but lucratif, hein, c'est pas que pour des SKIC. Et là, il faut s'adapter à leurs besoins. Donc moi, là, vous me voyez peut-être dans ma version la plus radicale et fugace, mais de temps en temps, quand je suis invité par des entreprises, ou quand je suis invité, je travaille avec le gouvernement, ou dans mes recherches, quand je regarde des choses beaucoup plus précises, c'est vrai qu'on se doit d'être beaucoup plus pragmatique. Et aujourd'hui, on a besoin de lier les deux. Donc c'est très schizophrénique, un petit peu comme situation. Mais moi, j'ai pas envie de perdre. Moi je vous dis, c'est la peur que j'ai. Pourtant, je ne suis pas vieux. Hein. J'ai 32 ans. Mais je me vois déjà perdre mon imagination économique. Le plus je travaille avec des entreprises, avec le gouvernement, le plus je travaille dans la réalité, le plus j'ai du mal à imaginer une économie, par exemple, où il y aura un salaire à vie. Le plus où j'ai du mal à imaginer une économie où il n'y aura que des monnaies locales, où il y aurait moins de banques, où il n'y aurait pas de publicité. Alors, moi j'essaye de quand même conserver mon petit jardin secret, et donc de temps en temps j'aime bien m'autoriser à être radical, et je pense que ça fait partie de la démocratie aussi, de temps en temps mettre la société en suspension. Je partage ici l'un de mes films préférés, c'est L'An 1, un film de 1973, qui suit ce scénario, un petit peu un film amateur, où la société s'arrête d'un coup, les gens se mettent d'accord, dans 1 an on arrête tout, on s'assoit et on discute. Et de temps en temps, on devrait mettre la société en suspension pour justement la problématiser, pour réfléchir. Il y a eu un peu de ça pendant la pandémie, c'est pour ça que je pense que c'était bien qu'on puisse prendre ce petit recul, se poser les questions, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller, quelle économie est-ce qu'on veut relancer après. Mais je pense que la démocratie, une démocratie en full santé, c'est une démocratie où on a ces forums où on peut se permettre d'être radical. Merci pour toutes ces questions, ça fait plaisir. Je commence à perdre ma voix, mais bien à l'écrire. Timothée, je crois qu'on peut remercier vraiment franchement, à la fois pour la qualité de l'intervention, la qualité des réponses aussi, même si des fois elles étaient peut-être un peu longues, mais en même temps elles étaient relativement précises,
Et en tout cas, moi j'ai trouvé ce débat-là. C'était l'objet du débat, hein, c'était pas non plus de dire qu'on vote d'emblée un budget de décroissance, on va peut-être y penser, mais c'était pas le but. Le but c'était vraiment de ce que vous nous avez fait là, c'est d'éclairer de façon tout à fait nouvelle, de façon aussi systémique, avec une approche globale, pas simplement nationale, ce qui est aussi très intéressant d'avoir cette approche-là. En tout cas, merci. Bonne continuation à vous, et puis encore bravo pour le travail que vous faites. Ciao, merci en tout cas. Kenavo, comme on dit chez nous.